Voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver un mercredi de plus, presque le dernier. On finit la semaine prochaine, on va parler la semaine prochaine d'export. Et oui, on parle d'économie dans cette émission, vous le savez, une émission aujourd'hui un peu particulière parce qu'on va parler d'économie, parce que ça a un gros impact sur l'économie territoriale, mais aussi nationale. Je vous laisse un peu mariner avant de découvrir mon invité, qui se balance en fait sur le rocking chair. Juste rappeler deux, trois petites choses. La première chose, je remercie la Chambre de commerce et d'industrie de la Creuse et de la Haute-Vienne d'être partenaires cette année sur cette émission. Et je les remercie aussi parce qu'elles seront partenaires l'année prochaine. On va aborder des sujets intéressants, sensibles ce soir. Les règles sont comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec mon invité ou avec moi, mais on reste poli et on reste courtois. C'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'il faut faire n'importe quoi et déverser toute sa mauvaise humeur. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous savez comment je fais. Si ça va pas, je coupe, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Voilà. Allez, je vais pas. Alors, déjà, il y a du monde. Jean-Christophe, salut Jean-Christophe, ça fait plaisir de te voir. Marilyn Dupont, bonjour Marilyn, je suis ravi de voir que vous êtes déjà là, mais je savais qu'il y aurait du monde pour mon invité d'aujourd'hui. Allez, je vous la présente. Hop, comme ça, on fait un plan serré, regardez, elle est radieuse. Hein. Eh ben oui, on ne dirait pas qu'elle a été travaillée, pourtant, aujourd'hui, elle a été travaillée. Comment ça va, Sophie Girard? Très bien, Bruno Gadras. Bon, Sophie Girard, que vous sachiez bien, vous le voyez, c'est marqué, elle est directrice de l'ARS ici en Haute-Vienne, et pour rien vous cacher, ça fait un moment que je lui cours après, alors bien sûr, en tout bien, tout honneur, mais non, mais on va dire les choses aux gens, ça fait longtemps que je voulais avoir l'ARS dans ce salon, mais vous êtes une institution qui doit avoir un certain devoir de réserve, notamment parce que quand il y a des élections, puis là on a été servi, hein, c'est ça. Exactement. Sinon vous seriez venu quasiment toutes les semaines. Mais voilà, mais juste après les élections, je suis là, le premier mercredi, je suis disponible. Voilà. Sophie Girard. Vous savez, ça fait partie des invités. Tous les invités sont importants, mais là, je ferai un petit selfie pour moi après, pour mon Hall of Fame, parce que j'aurais eu Sophie Girard. Bon, Sophie Girard, ça va bien? Très bien, jusque-là, tout va bien. Alors, redites-moi votre titre, parce qu'il est un peu à rallonge. Vous êtes, je vais le dire moi, directrice de la délégation départementale de la Haute-Vienne pour l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Exactement. C'est bien ça. C'est ça. Et c'est important parce qu'on va voir au fur et à mesure de l'émission que cet ancrage territorial et départemental est particulièrement important. On y reviendra au travers de tous les sujets qu'on va voir. On va commencer par la traditionnelle question. On aime bien savoir qui vient dans ce salon. Donc, qui êtes-vous? Bellac? Vous êtes de Bellac? Je suis de Bellac. Je suis née à Bellac il y a 48 ans, si ça vous intéresse. 48 ans. On avait dit avec quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Karine aujourd'hui qu'on pensait que vous aviez entre 25 et 28. Oui, vous voyez, vous très le faites. gentil, mais non. Mais comme quoi, les Limousins, ça conserve. Ouais. Donc, je suis de Bellac. Et après, j'ai fait mes études en partie à Limoges, à la fac de droit de Limoges. J'ai fait du droit public. Et après, je suis partie faire du droit médical. Et ensuite, j'ai passé des concours et je suis allée à l'école des hautes études en santé publique à Rennes pendant 2 ans. Alors, alors on voit déjà, oui, Jean-Christophe, je te vois, hein, pas de souci, il n'y a pas de problème. Non, je ne suis pas malade. Oui, c'est une excellente invitée, je le dis. Surtout, faites-moi un retour si vous entendez bien, si le son est bon ou si le son n'est pas bon. Je le disais, vous faites partie de ces invités. J'ai l'habitude d'inviter des gens qui font des choses, alors pas forcément que des gens qui dirigent, mais bon, les 3/4 du temps, je vois que les gens qui font des choses, ils ont quand même assez bossé à l'école. Hein. Vous avez bossé à l'école. Oui, vous étiez une bonne élève. Hein. Vous étiez une bonne élève. Pourquoi d'ailleurs plutôt la gestion comme ça, et pourquoi pas, puisque vous étiez intéressé par le domaine médical, pourquoi pas de véritables études médicales? Je vais vous dire franchement les choses. Donc, j'ai eu le bac. J'avais 2 dossiers. Un dossier de médecine, un dossier de fac de droit. J'ai appelé une copine à Bellac, justement, qui est de Bellac. Je lui ai dit, tu vas où? Elle m'a dit, je pars en fac de droit. J'ai dit, je te suis. Donc, ça s'appelle une vocation. Et au final, je me suis quand même retrouvée dans le monde de la santé. C'est pas mal. Alors, j'ai reçu, il y a 15 jours de ça, Jean Lagneau, que vous connaissez sans doute. Et pareil, lui qui est très investi dans le domaine médical, et lui c'était son choix. Alors pour une autre raison, une histoire plutôt perso, son père lui était dans le domaine médical et c'est pour ça qu'il n'y a pas été. Voilà. Bien, allez, Sophie Girard, on va attaquer
un certain nombre de points, je dirais. Pourquoi un certain nombre? Parce qu'on ne va pas tout voir. L'ARS est extrêmement vaste et c'est vrai qu'on a découvert l'ARS pendant la Covid. Enfin, en tout cas, pas mal de gens ont découvert l'ARS pendant la Covid. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de ce que recouvre l'ARS? Oui, alors très rapidement, effectivement, on a été visible, surtout pour le grand public ces dernières années. Mais l'ARS, c'est récent en fait. C'est depuis 2010 que les ARS sont créées. Et on a en charge la politique régionale de santé. C'est-à-dire qu'on va appliquer les politiques décidées par le Parlement, par le gouvernement, au niveau de la région. Et ensuite, on va les décliner sur le territoire. On y reviendra peut-être tout à l'heure sur la question de territoire parce que c'est très important. Mais l'ARS aujourd'hui, Nouvelle-Aquitaine, nous sommes 800 agents sur la région Nouvelle-Aquitaine. Ah oui. Pour la Haute-Vienne, c'est 35 agents qui sont en délégation départementale, mais on a aussi d'autres agents qui sont des directions régionales, mais qui restent sur le site de Limoges. Nous avons un directeur général, Benoît Elbaud, qui est localisé sur Bordeaux. Et donc, nous sommes structurés en 12 délégations départementales. 12 départements. Parce que la santé, ça dépend aussi beaucoup des conditions de vie qu'on peut avoir, des caractéristiques géographiques, économiques, culturelles. Tout l'environnement va participer au bon état de santé ou au niveau de santé, on va dire, de la population. La population de la Haute-Vienne, elle n'a pas les mêmes besoins, elle n'a pas les mêmes attentes que la population des Pyrénées-Atlantiques, par exemple. Donc c'est important pour décliner une politique régionale, qu'on ait un ancrage départemental et qu'on adapte à la réalité du territoire, aux besoins de la population, à l'offre qui existe, la politique qu'on doit déployer et avec les élus et les autres acteurs qu'on a sur le département. Alors on va rester un petit moment justement sur cette notion de territoire. Je vais me faire un peu l'avocat du diable ou je joue un peu la provoque, mais c'est vrai qu'on est sur un territoire où quand à un moment donné il s'est agi de passer en Nouvelle-Aquitaine, on s'est dit ça y est, tout est parti là-haut. Il y a eu une phase un petit peu transitoire où nous on a été particulièrement impactés parce qu'on était capitale régionale. Aujourd'hui, est-ce que l'ARS Nouvelle-Aquitaine, l'ARS région, a un rôle en particulier et les ARS départementales ont des rôles qui leur sont propres, ou est-ce qu'on est sur l'ARS Nouvelle-Aquitaine décide et les départements exécutent? Je pose la question en sachant bien évidemment que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oui, puis déjà, mais c'est parce que peut-être beaucoup de gens peuvent le penser. Mais tout à fait. Et d'ailleurs, Bruno, je vais commencer par vous corriger si vous le permettez. Oui. Il n'y a pas des ARS départementales et une ARS régionale, il y a une ARS. L'ARS, c'est une entité. Il y a au niveau régional des missions de pilotage, de stratégie qui sont réelles et qui encadrent l'action et la définition de la politique régionale. Et sur le département, nous sommes là à la fois pour appliquer cette politique-là, mais à la réalité de notre territoire, comme je vous disais tout à l'heure, mais aussi pour faire remonter en interne à notre directeur général et à nos collègues sur Bordeaux ou sur Poitiers la réalité des besoins des populations dont on s'occupe. Puisque le champ, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est très large. Je parlais de politique de santé, mais la santé, vous le savez, c'est partout, c'est la vie. Là, les gens vont être assez surpris quand on va décliner un certain nombre de points. Mais bon, si on balaye très rapidement, on est sur l'offre de soins, l'offre médico-sociale, on est sur la veille et la sécurité sanitaire, sur la santé environnementale, on est sur la prévention, promotion de la santé. Donc en fait, on touche tous les champs de la vie et de la société, on va dire. Concrètement, vous disiez tout à l'heure 35, 38 sur la Haute-Vienne. Qui sont ces gens? Alors j'en profite, je dis bonjour à Élodie. Je ne sais pas si elle m'entend, mais franchement, c'est du fond du cœur que je dis bonjour à Élodie. Voilà, c'est un message perso. J'ai droit, c'est mon salon et mon émission. Qui sont ces gens? Élodie et d'autres, bien sûr. Alors, en délégation départementale, nous avons des médecins, des ingénieurs du génie sanitaire, des sanitaires, des techniciens sanitaires, nous avons des administratifs, des inspecteurs, nous avons des gens de l'assurance maladie, des gens de l'État, des contractuels. Mais il n'y a pas que nous, c'est ce que je vous dis, on est une ARS. Donc, l'ARS, on s'appuie aussi en interne. Il y a des pharmaciens, il y a des statisticiens, il y a des conseillers médicaux, il y a des spécialistes dans diverses thématiques, des analystes financiers. Donc on a cette chance, en fait, on est d'origine très différente. Très différente. Je disais qu'on existait depuis 2010, mais on a tous des parcours de vie différents. J'étais en DAS, mes collègues étaient... En DAS. En DAS. En DAS. Alors oui, ça veut dire quoi, DAS? Pardon, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. D'accord.
Donc moi, j'ai un parcours plus État, et dans la partie en plus sociale. D'autres ont des parcours plus qui viennent de l'hospitalier, qui viennent de l'assurance maladie. Donc on a des parcours très variés. Et c'est ce qui fait la richesse, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec tellement d'acteurs et tellement de thématiques qu'il faut cette diversité de profils au sein de l'ARS. Alors, ça va nous permettre de refaire un peu le lien avec la première question, de savoir qui vous êtes. Mais quand on entend ça, il y a des domaines extrêmement vastes. Qu'est-ce qui plaît à la directrice là-dedans? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est la variété des missions, justement? C'est ce rôle un peu central? C'est quoi? C'est de bosser avec des collaborateurs aussi différents et avec des cultures aussi différentes les uns des autres. C'est quoi? Imaginons qu'il y ait des gens qui se disent, tiens, si je veux être recruté par l'ARS comme directeur territorial, qu'est-ce qui est sympa dans ce boulot? Alors, ce qui est sympa, mais tout ce que vous avez dit est vrai. Mais moi, ce que j'ai toujours, j'ai vraiment la conviction que quelle que soit la place que l'on est, on peut jouer et influer sur le système, positivement ou négativement. Donc, j'estime que je peux avoir un rôle vraiment dans l'évolution de l'offre par rapport aux besoins de la population. Je peux améliorer la prise en charge et la santé, le niveau de santé de la population, parce que j'ai un rôle quelque part un peu de chef d'orchestre, de concertation. Il y a des parties de contrôle bien évidemment, mais surtout ce rôle d'identification des besoins et de faire bouger les acteurs dans un même sens. Donc ça, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et je pense que chacun doit être convaincu, qu'on soit dans un établissement en ville, dans un établissement médico-social ou à l'ARS, on a un rôle à jouer. On peut être aussi très bloquant si on le veut. Donc, soyons convaincus de l'intérêt pour la population. Voilà. Très bien. Puis en plus, je vous dirais à titre personnel, j'ai eu la chance, mon directeur général m'a nommé en Haute-Vienne, ce qui était un souhait et je le en remercie vraiment. J'étais pas très loin, j'étais en Corrèze, département que j'adore. Mais là, je sais qu'en plus, je reviens. Alors écoutez, alors attendez, hop, je refais un plan large parce que bon, je vais me redresser un peu. C'est les plis, je rentre mon ventre et c'est pas toujours facile. Mais alors, déjà, que ce soit bien clair, vous avez compris la stratégie de Sophie Girard. C'est une histoire de stratégie. Elle remercie publiquement son directeur général, parce que l'entretien d'évaluation n'est pas loin. Il est passé, c'est bon. Non, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est vrai, on n'en a pas parlé au début, vous avez été là, et puis vous êtes parti en Corrèze, et puis vous êtes revenu. Merci beaucoup. On en profite aussi, on ne sait jamais si M. Négrier, de là où il est, nous regarde. Ça a été aussi un grand plaisir de travailler avec lui. La Corrèze, je m'excuse, je sais qu'il y a des Corréziens qui sont inscrits pour regarder ce soir, mais pour une fois, vous ne garderez pas le meilleur. Mais ils ont de bons souvenirs, mais ils regrettent un peu. Il paraît que la nouvelle est bien. Elle est très très bien. Mais c'est pas la même. Écoutez, il faut vous y faire. Maintenant, elle ne va pas repartir, c'est très bien. Si vous avez des questions, profitez-en. Alors, c'est vrai qu'on est parti tranquillement. Bon, on va aller sur des sujets un peu plus précis. Tout le monde... alors, avec la Covid, on a découvert un peu l'ARS. Avec la Covid, on a découvert un peu plus le secteur médical. Pas forcément d'ailleurs sous le meilleur prisme, mais on l'a découvert un peu plus. Et on a découvert aussi, de façon un peu plus prégnante, les tensions sur le système de santé. Alors il y avait des petites alertes, des petites choses comme ça. Concrètement, on en est où par rapport à ça aujourd'hui? Alors, on est dans une situation qui n'est pas simple, qui est difficile. Qui est difficile, vous l'avez dit, on fait suite à 2 ans et demi d'épidémie de Covid. Mais ça a accéléré en fait une situation qui était en train de se tendre, peut-être de se dégrader. On a les questions de démographie des professionnels de santé qui est posée depuis un certain nombre d'années, médicales, mais pas que. Il y a tous ces sujets-là. Et aujourd'hui, on est arrivé effectivement à un moment où on a besoin d'avoir des évolutions d'ampleur. Mais quand je parle d'épuisement des professionnels suite à ce qu'on vient de vivre, on parle de l'hôpital, mais aussi on parle de la ville et on parle du médico-social, bien évidemment. C'est l'ensemble des secteurs. La prise de conscience, elle était quand même avant le Covid. Il y avait déjà des signaux d'alerte, des problèmes d'attractivité, parce que ça, on traduit aussi l'attractivité. L'attractivité est plutôt une traduction aussi de cette difficulté que connaît l'hôpital et le monde de la santé en général. Mais les réformes qui ont été prévues, notamment il y avait par exemple le pacte de refondation des urgences en 2019,
qui s'est retrouvé, on va dire, très ralenti, voire arrêté dans sa mise en œuvre avec le Covid, avait déjà pointé des difficultés. On parle des urgences, parce que les urgences, c'est le symptôme en fait des difficultés de l'ensemble du système de santé. Parce que les urgences, c'est les gens qui n'ont pas pu être pris en charge, ou on a eu un problème de parcours en amont. On a des personnes âgées qui n'ont pas pu être maintenues dans un EHPAD à domicile. On a des problèmes d'aval parce qu'on n'a pas de lits suffisants pour pouvoir les accueillir. C'est un peu un système de domino, hein, cette histoire. Voilà. Ouais. Et on va dire que la face apparente, aujourd'hui, ce sont les urgences. Mais ces problématiques étaient déjà repérées. Et on avait des programmes, des plans, des mesures qui étaient déjà engagées, mais pas suffisantes. Et surtout, avec le Covid, on a ralenti. Il y a eu le Ségur de la santé. Donc ça, tout le monde, on en a tous parlé. Donc avec des mesures de revalorisation, notamment salariale, mais aussi organisationnelle. Pousser les professionnels à aller dans d'autres établissements, aider au-delà de leur temps de travail, notamment les médecins, dans une logique de solidarité territoriale, etc. Il y a aussi les aspects, réfléchir un peu autrement la pratique avec le dialogue avec les organisations syndicales. Il y a des mesures pour essayer de soutenir ce dialogue. Et puis la question des infrastructures immobilières, des plans d'investissement importants massifs. Donc on en connaît, nous, il y a le CHU bien évidemment depuis quelques années qui se poursuit. Mais on a d'autres établissements avec des projets qui sont en réflexion et en cours d'arbitrage sur Saint-Thirier, sur Saint-Junien. Enfin, il se passe beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça ne répond pas encore pleinement aux attentes des professionnels et de la population et qu'il faut encore aller plus loin. On a la mission Braun qui est actuellement en train de réfléchir notamment sur la question des urgences, mais qui englobe en fait plus largement les questions d'accès aux soins. Et là, on aura certainement au début de l'été de nouvelles orientations. Il y a eu beaucoup de choses, mais la prise de conscience, elle était déjà là, mais là, elle était brutale, encore plus brutale. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude, alors je vais prendre la question, hein, la remarque de Fabienne. Comment ça va bien, Fabienne Valin? Tu vois, finalement, on réussit par se voir, par écran interposé. C'est vrai qu'il y a une problématique de fond, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut régler, dont on a le sentiment qu'on peut les régler quasiment immédiatement, et puis il y en a d'autres forcément qui prennent du temps. Alors, sans rentrer dans les sujets, mais tout ce qui est logistique, architecture, on le reverra aussi dans le médico-social. On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Alors une fois qu'on a dit, oui, mais on aurait dû y penser il y a 50 ans, il y a 30 ans, etc., bon, on n'a pas dit grand-chose, hein, puisque il y a des choses qui se sont faites. On a plus facilement tendance à constater ce qui n'est pas fait ou ce qui manque plus tôt que ce qui est fait. Et c'est important quand même de dire quand même qu'il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites, mais là où vous avez raison, c'est qu'il faut qu'on ait un plan d'action, enfin une visibilité à court terme, ce qui doit être fait à court terme, à moyen et long terme. On a quand même obéré l'avenir il y a quelques années avec le numerus clausus des médecins. On en paye le prix aujourd'hui. Et même si là, on est en train d'ouvrir, on n'est plus sur du numerus clausus, mais ça va mettre des années. Donc il faut qu'on ait cette vision à la fois court terme et long terme. Si je reviens sur le département, par exemple, de la Haute-Vienne, on a une situation qui est tendue. L'été ne va pas être simple, il va être difficile. Mais à l'heure où je vous parle, on n'a pas de fermeture. On fait partie des départements qui n'ont pas de fermeture prévue de services d'urgence ou de maternité. Nous avons cette chance-là sur le département parce qu'il y a beaucoup aussi de solidarité, d'équipes communes et il se passe des choses. Mais il n'empêche qu'on sait très bien qu'on a certains services ou activités qui vont fonctionner à flux tendu. Une absence imprévue d'un médecin, d'une sage-femme peut mettre en question une activité. On se voit toutes les semaines avec l'ensemble des acteurs de la ville, de l'hôpital, du médico-social pour déjà connaître, partager la situation et essayer de trouver ces actions de court terme. C'est intéressant ce que vous dites parce que quand vous dites ça, ça veut dire que la santé n'est pas simplement le tracas d'une structure. Non. On est bien au cœur de la société et à un moment donné, un certain nombre d'acteurs sont directement concernés par ça. Hein. C'est quelque chose. Tout à fait. Le CHU a une difficulté sur une activité, par exemple, ça se reporte sur d'autres. Ça se reporte. La polyclinique est aussi autour de la table avec nous. On n'est pas dans la logique publique-privée là. On est dans la logique comment on fait aujourd'hui pour assurer la réponse aux besoins prioritaires et urgents. Fabienne, donc, elle nous dit, alors Fabienne, elle travaille Fabienne, en EHPAD, hein, de mémoire. On a des lits, mais ils sont malheureusement fermés, faute de personnel soignant et de médecins. Bon, ça résume assez. Tout à l'heure, vous parliez du numerus clausus. Est-ce qu'aujourd'hui,
au-delà de ça, les médecins tiennent vraiment à faire de la médecine auprès des patients, ou est-ce que on constate qu'il y a X diplômés par an et puis finalement on ne les retrouve pas dans les cabinets? Ce qui pourrait être vrai pour les maçons, pour les... Non mais c'est une vraie question. Alors, il y a une diversité. Maintenant, on a beaucoup en plus de spécialités, d'ultra-spécialités. Donc, effectivement, ils ne vont pas tous faire de la médecine générale ou de la cardiologie, etc. Mais ils pratiquent quand même. Et puis, il y a des volontés. Enfin, moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé au début de l'année, vous avez certainement lu les articles qu'Hélène Pommier, là, du Populaire, avait fait sur les jeunes internes, ce qu'ils voulaient. On voit des jeunes internes, là, c'était sur de la médecine générale, mais qui voulaient exercer. Ils voulaient exercer, y compris en milieu rural. Donc, je pense qu'il faut qu'on se re-questionne sur la façon dont on appréhende ou les préjugés qu'on peut avoir et essayer de voir comment à la fois on répond aux besoins de la population, mais aussi que ça colle aux attentes de nos jeunes professionnels. Fabienne, oui, je m'excuse. Alors, oui, mais parce que tu vieillis, moi aussi, mais moi plus vite, et effectivement, tu es en service de médecine SSR. Alors, j'ai tout faux, vous savez. Mais le SSR, c'est vrai ça fait partie des services aujourd'hui, des activités où il y a le plus de lits fermés. C'est un vrai sujet parce que c'est ce que je vous disais, c'est une chaîne. Si ça se passe mal à la ville, ça aura des répercussions à l'hôpital. Et là, c'est en bout de chaîne le service de soins de suite et de réadaptation. Et quand il n'y a pas de place disponible, avant, on a du mal à faire sortir de médecine, on a du mal. Et en remontant, donc effectivement, aux urgences, on a du mal après à trouver des lits. Alors on dit que aujourd'hui, la Covid a mis en exergue, tout métier confondu, à un moment donné, un ras-le-bol, une envie de changer, etc. Surgit aussi la notion de sens. Et c'est vrai que je crois que peut-être il ne faut pas simplement s'attacher au fait que la médecine demande des moyens financiers, mais moi j'ai l'impression que la santé aussi est de nouveau à la recherche de sens parce que justement le manque de moyens, le manque de personnel, etc., ça fait qu'il y en a qui sont épuisés, etc. Et on ne peut plus se concentrer sur ce pourquoi on est venu sur ces métiers, c'est-à-dire prendre le temps de s'occuper des personnes et que ça ait véritablement un sens. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est un aspect sur lequel il faut qu'on avance aussi? Alors c'est très important le sens, mais soyons réalistes aussi, quand on a de mauvaises conditions de travail et qu'on ne fait que courir après le temps, on n'a plus le temps de se poser et de réfléchir au sens. Ça fait partie des éléments. Si on regarde sur l'attractivité, parce que c'est important de donner envie aux jeunes d'aller dans les EHPAD, en SSR ou à l'hôpital ou dans un cabinet en ville, aujourd'hui, il y a une question financière et c'est une réalité, et d'autant plus là, depuis quelques semaines avec les évolutions du coût de la vie, mais ils ont besoin de projets. Ils ont besoin de trouver cet esprit d'équipe, pourquoi ils travaillent, et de se retrouver dans un projet. Dans le libéral, par exemple, la volonté, c'est d'aller vers des structures coordonnées, en maison de santé pluridisciplinaire, d'aller maintenant vers des communautés territoriales pluriprofessionnelles de santé, qui est encore autre chose. Il y a de beaux exemples, hein. Ça se passe. On en a parlé un peu avant. Oui, il y a de très beaux exemples. On a des maisons de santé qui fonctionnent bien, le Dora, nous avons Émoutier, Rochechouart, Aix-sur-Vienne. Enfin, voilà, ce sont ces exemples-là qui donnent envie de travailler. En tout cas, les jeunes, ils veulent travailler à plusieurs. Ils veulent travailler ensemble et avec un projet et redonner du sens. Dans un établissement, c'est aussi le rôle, là vous revenez sur la question des directions, c'est aussi le rôle des directeurs de donner du sens. Mais je ne leur jette pas la pierre parce qu'on parle aussi beaucoup des soignants, mais il y avait des personnels techniques, il y a des personnels administratifs, des directeurs qui aussi ont été là pendant toutes ces dernières années. Voilà, chacun a son rôle à jouer. Si on catégorise un peu les difficultés, visiblement des problèmes plus pour les dentistes. Personne ne veut faire dentiste, qu'est-ce qui se passe? C'est un beau métier, dentiste. C'est un très beau métier, mais c'est vrai, c'est là où on a les plus de problèmes de démographie sur le département. Les dentistes, je pense qu'à ce moment-là, vous aurez un nombre de commentaires incroyables de gens, quand ils n'ont pas de dentiste référent, on va dire, c'est très difficile à trouver. Oui. Il y a très peu de postes en dentaire chaque année. Je crois qu'on est autour de 8. La fac d'odontologie, c'est Clermont, c'est Toulouse, c'est Bordeaux. Donc il y a un travail qui est fait avec l'ARS, par l'ARS pour déployer
des stages, d'avoir des lieux, on va dire, de formation qui soient au plus près. Mais ça reste compliqué. C'est une filière qui reste compliquée. Ça se fait pas les médecins, c'est moins compliqué, même si le ressenti est quand même d'une démographie oui, c'est intéressant ça, ce que vous disiez, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression... Moi, j'ai de la chance, hein, je refais un plan large. Je remercie ma médecin, mon médecin, Céline, je vous la conseille. Bon, après, vous savez ce que c'est les médecins aujourd'hui. Ça, c'est une réalité. Moi, le jour où j'ai voulu un médecin quand j'ai déménagé, il a fallu que je me fasse recommander. Parce que sinon, on ne me prend pas. Mais je trouve intéressant, là, parce que bien sûr, je vous ai dit, non seulement elle a bien travaillé à l'école, mais elle travaille tous les jours. Hein. Bon. Elle a fait comme les autres invités, elle a préparé. Et là, elle me dit, et c'est pas inintéressant, vous me dites, une moindre mesure pour les médecins, c'est différent du ressenti. C'est intéressant ça, parce qu'il y a les faits, et puis il y a le ressenti. Et vraiment, vous pensez qu'il y a une différence entre les deux? Alors, déjà les faits. On est sur un département où on a une densité médicale qui est supérieure à la moyenne régionale et à la moyenne nationale. Et ça, on ne le sait pas. Voilà, c'est pour ça qu'il faut des émissions comme celle-là, pour le dire. Exactement. Voilà. Nous sommes un département qui se situe en densité médicale juste après les départements côtiers, juste après la Charente-Maritime, la Gironde, etc. Mais on a quand même une situation avec déjà une répartition des médecins qui ne correspond pas aux besoins de la population. Qui n'est pas homogène sur le Voilà, sur le on en territoire. a beaucoup plus sur Limoges et sur certains territoires, on en a passé. Donc on a des moyens, mais j'en parlerai après, pour essayer de répartir, d'influer sur cette répartition. Et puis on a des médecins qui vieillissent effectivement, qui arrivent à des âges où on commence à penser à la retraite. Donc il faut qu'on prépare la suite. Mais le ressenti, c'est qu'on est dans une situation la plus catastrophique possible. Alors on est dans une situation, je dirais, moins défavorable que nos petits copains. Ça ne veut pas dire que c'est idéal, mais voilà. Voilà. Après, on est sur d'autres formes d'exercice aussi. Maintenant, les médecins aspirent peut-être à d'autres choses. Ils ne veulent plus vivre ce qu'ont vécu les médecins. Mais ce n'est pas les seuls. C'est pas les... Alors, il ne faut pas non plus jeter la pierre. Ce n'est pas les seules catégories de métiers. Regardez l'évolution de la restauration. Aujourd'hui, les restaurants, ils doivent fermer 2-3 jours parce que les gens ne veulent plus être corvéables à souhait. Il y a une évolution de la société aussi dont on est partie prenante. Attention. Tout à fait. C'est pas simplement que les autres. Alors, j'ai Marie Chevalier. Bonjour Marie. Marie Chevalier qui est de Bellac. Qui est de Bellac. Et oui, Marie Chevalier. Marie Chevalier qui dit merci pour cette interview pour parler de la santé et de la coordination pluriprofessionnelle de santé. Ben oui, c'est important. Et vous croyez que j'invite quoi pour faire quoi là? Pour parler de tricot? Bruno, ça c'est important parce que Marie Chevalier, qui est pharmacienne à Bellac, est l'exemple de ces professionnels de santé qui s'impliquent déjà dans la coordination. Elle porte plein de projets sur son territoire. C'est vrai. Elle est présidente de l'association qui gère le dispositif d'appui à la coordination et puis qui crée de la dynamique et qui donne envie aux gens d'aller s'installer sur les territoires. Et c'est comme ça que la population sur Bellac et alentour, avec cette coordination, est peut-être mieux prise en charge parce que la pharmacienne, elle sait parler, prendre son téléphone et appeler l'infirmier, appeler le médecin. Et les personnes sont des fois mieux accompagnées. Ça passe aussi par des personnes comme ça, ressources et des stratégies sur les territoires. Alors on le voit, là on en parle pour la santé, on pourra aussi en parler pour le médico-social. Aujourd'hui, pour être très clair sur le département, c'est 14 maisons de santé pluriprofessionnelles. Il y a des projets en cours. On a encore des projets en cours. Et la plus-value de ces maisons, c'est quoi? Déjà, les gens sont ensemble. Donc c'est toujours plus facile quand on se croise dans le couloir ou en buvant un café de parler de sujets. Mais aussi, c'est aussi d'apprendre à se connaître. Parce qu'on se rend compte que les professionnels, même s'ils se connaissent comme ça, ils ne se connaissent pas forcément dans leur pratique et découvrent que d'autres professions peuvent accompagner peut-être différemment. Il n'y a pas pensé. Et puis ces maisons ont quand même quelques obligations pour que la coordination se fasse. Des staffs qui sont pluriprofessionnels autour de situations complexes, des systèmes d'information partagés. Ça fait aussi ça donne une dynamique de groupe. Ça, c'est des parties un peu invisibles qu'on ne voit pas, mais qui améliorent. Qui améliorent au bout du compte les situations. Voilà, et on prend mieux en charge parce qu'on parle du jeune garçon, je sais pas moi, de Quentin, parce qu'il a eu tel problème. Ah mais oui, mais moi j'avais vu que... Et en parlant ou en trouvant des situations complexes pour lesquelles on n'a pas de solution, à plusieurs, déjà de l'intelligence collective, ça marche toujours mieux. Toujours mieux, c'est vrai. Voilà. Et puis voilà, puis on ne travaille pas seul, Alors il y a ça, c'est vrai qu'on voit arriver.
il y a aussi des territoires, alors de temps en temps, c'est rigolo, parce que de temps en temps, on fait un focus sur une stratégie qu'a mis en place une commune, une intercommunalité. Ça fait partie, ça. Tout ne peut pas descendre de l'État. Voilà, chaque acteur du territoire peut avoir un rôle à jouer dans une innovation pour développer l'attractivité. Tout acteur. Et au début, on parlait du fait que la santé, un bon niveau de santé, ça implique de prendre en compte toutes les caractéristiques démographiques, accessibilité des services, etc. Tous les acteurs ont un rôle à jouer. Et les collectivités ont particulièrement un rôle à jouer. Parce que nous, on a certains leviers, mais on ne les a pas tous. Et un professionnel, vous avez dit, aujourd'hui, ils ne veulent plus faire 70 heures parce qu'ils veulent une vie à côté. Ils veulent que leur conjoint, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si le conjoint a envie de faire de la danse africaine, il faut qu'il y ait une vie sociale associative qui soit en proximité. Il faut que les collectivités aussi soient là, mais elles sont très à l'écoute. Vous parlez d'initiative. Glanges lance une initiative, la maire de Glanges. Des professionnels sont très sensibles, les élus sont très sensibles parce qu'ils ont les besoins de la population. Et ils ont tout un outillage, on va dire, des leviers que moi je n'ai pas et qu'eux ont. Pour accueillir des jeunes en stage, moi, je ne peux pas les héberger. Eux, peut-être, ont des idées, des logements à disposition, leur fait découvrir le territoire. Et quand on découvre un territoire, on ne va pas dire que le Limousin, c'est un territoire. J'ai reçu là, à votre place Aurore Thibault, qui a monté une structure qui s'appelle Laou, et qui est intéressante aussi, qui aide à accompagner les territoires ou les villes pour faire découvrir leur attractivité et faire venir justement des professionnels, qui soient des professionnels de santé ou autres, justement en prenant soin de voir qu'est-ce qui pourrait convenir au conjoint ou à la conjointe, aux enfants, etc. Donc tout ça, c'est intéressant et je crois qu'il faut le dire et le redire, aussi bien sur la thématique de la santé que sur d'autres points. On ne peut pas reprocher sans arrêt à l'État de ne pas tout faire et vouloir exactement l'inverse dans le même temps. Moi c'est moi qui le dis, je ne vous le fais pas dire à vous. C'est ce que j'allais constater. Voilà, c'est moi qui le dis parce qu'on a une capacité d'action sur le territoire. C'est aussi à ça que sert ce genre d'émission. Il y a des gens qui font, il y a des structures qui font, il y a des institutions qui font. Et en fait, c'est la mise en complémentarité de tout ça qui fait qu'on y arrive. Exactement. Alors, très bien, donc vous voyez, alors Marie, impeccable. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, le temps passe, on est presque... Alors ce soir, je vous dis, je ne fais pas de rab. Alors je vous le dis, je vais à l'opéra. Hein, vous savez tout, je vais à l'opéra, je ne fais pas de rab. Bon. Donc, posez des questions tant que vous en avez. On va parler d'autre chose, tout en restant dans la thématique. C'est le plan territorial de santé mentale et le focus sur la prévention des suicides. Le plan territorial de santé mentale, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est important, c'est une thématique qui est absolument importante dans le travail que l'on mène au niveau de l'agence, mais toujours avec les autres acteurs. Ouais. Il y a un contrat territorial de santé mentale qui a été signé en Limousin, parce que l'échelle est Creuse-Corrèze-Haute-Vienne, en 2021. Ça embarque l'ARS, bien sûr, Esquirol, le CH Esquirol, parce que c'est eux les coordonnateurs de ce contrat local de santé, mais aussi tous les acteurs médico-sociaux, sanitaires de ces 3 départements et les conseils départementaux. Donc, on est vraiment sur un plan d'action qui va travailler pour améliorer le parcours de vie, le parcours de santé des personnes qui sont atteintes de troubles psychiques. Ça va toucher plusieurs thématiques. On a parlé d'attractivité médicale, on sait qu'on souffre d'une insuffisance de psychiatres, encore plus de pédopsychiatres, donc il y a ce travail-là. Il y a aussi du travail autour du psychotraumatisme, de la réhabilitation psychosociale, etc. Je ne vais pas jargonner aujourd'hui, mais parmi les sujets, et je souhaitais qu'on puisse en parler, il y a la prévention du risque suicidaire. Parce qu'on est sur une thématique de santé majeure, on la partage tous, et la crise du Covid a un impact sur l'état de santé mentale de la population. On n'en mesure pas encore les effets sur le long terme, mais elle est là. Il y a eu une enquête là, de Santé publique France, mais au niveau national, qui dit qu'aujourd'hui, 18% des Français présentent des signes de troubles dépressifs et 23% des signes d'état anxieux. C'est énorme. Et déjà, on a en Haute-Vienne, là je ressens sur la Haute-Vienne, mais ça vaut aussi pour les autres départements de Creuse et Corrèze, qu'on a quelques profils similaires. On a des taux de suicide qui restent importants. On a des taux d'hospitalisation pour les jeunes, les ados, 12-18 ans, les jeunes de moins de 24 ans et les plus de 65 ans, qui sont plus élevés que la moyenne régionale, nationale. On a un vrai sujet autour du suicide.
Le plan de territorial de santé mentale s'arrête dessus pour la question du repérage et de l'accompagnement du risque suicidaire. On a plusieurs sujets, plusieurs façons de travailler, développer des sentinelles, c'est-à-dire je repère comment... Je forme des gens qui soient de tout milieu, que ce soit dans le milieu des étudiants, dans le milieu agricole, comment je repère qu'il y a des signes et que j'oriente, je peux conseiller et orienter la personne. C'est un dispositif notamment qu'on est en train de déployer qui s'appelle Vigilance. C'est en fait destiné à suivre les personnes qui ont fait une tentative de suicide. 4 personnes sur 10 qui ont fait une tentative de suicide reproduisent le geste suicidaire dans l'année. Donc là, on a le repérage de ceux qui ont fait une tentative et ils sont rappelés par des professionnels et suivis, accompagnés. On ne lâche pas. Donc on prévient la reprise de la crise. Mais ce qui est aussi important aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout évoquer, c'est de rappeler que nous avons le 3114. C'est affiché là. Merci oui, bien Bruno. sûr, c'est affiché. Le 3114, c'est le numéro national. Pour une fois, c'est bien. C'est un numéro facile et c'est pas un 0800 de je sais pas où. Voilà, c'est ça. Donc c'est très simple, 3114. Donc c'est une ligne nationale qui est gratuite, confidentielle, H24, 7 jours sur 7. C'est destiné aux gens qui ont des risques suicidaires, qui se sentent mal, les familles, les entourages qui repèrent que quelqu'un va mal, ils ont besoin de conseils, d'accompagnement. Les professionnels de santé aussi peuvent le contacter. Et puis les proches aussi qui souffrent d'un deuil, parce qu'ils ont perdu quelqu'un pour raison de suicide. Le 3114, il faut le faire connaître. Et puis, il faut qu'on soit tous vigilants. Alors, juste un petit point là-dessus que je vais me permettre de rajouter. Parce que vous l'avez évoqué, avec la santé mentale, et la prévention du suicide en fait partie, c'est parce qu'on est dans une notion de parcours. Ça aussi, il faut que les gens ils entendent bien, c'est qu'on n'est plus dans une période où, quand quelqu'un a des problématiques de santé mentale, on l'enferme et il reste... c'est pas ça. C'est pas le cas d'ailleurs dans la santé traditionnelle, où on réduit les temps d'hospitalisation parce que la médecine évolue, etc. Et dans la santé mentale, on est vraiment dans une approche de vie traditionnelle avec beaucoup des équipes mobiles, je ne sais plus quels sont les noms exactement. Il y a aussi la réhabilitation psychosociale dont je parlais. Voilà. Et c'est ça l'enjeu derrière. Et quand on dit qu'il y a des numéros pour signaler, etc., c'est tout simplement parce que ces personnes-là, on ne les enferme plus. Je le dis, on les traite, on les accompagne quand il y en a besoin, mais le principe, l'objectif, c'est de leur permettre de vivre comme tout le monde. Hein. On fera le lien après avec le médico-social. On en est là. Hein. Il y a un gros travail qui est fait dans les 3 départements, dans les autres aussi, mais je connais mieux la Creuse, la Corrèze et la Haute-Vienne, sur ces hospitalisations long cours, justement. On n'est plus du tout là-dedans. Il y a des personnes quand il y en a besoin, c'est pas le problème. Mais autrement, on travaille tous, mais avec aussi le monde, j'allais dire, social, ordinaire pour que ces gens vivent le mieux possible. Et c'est bien ce 3114 là parce que, alors moi c'est vrai que ça me tient particulièrement à cœur, mais on a tous une part de responsabilité dans la situation des gens qui nous entourent ou qu'on côtoie. Hein. Donc si à un moment donné on voit quelque chose, on peut téléphoner. Voilà, hein, il ne faut pas catégoriser. Marilyn, elle dit, le 3114 peut être utilisé pour tout le monde, même... Ah oui, d'accord. Alors Marilyn, j'apporterai une autre réponse. Elle dit, le 3114 peut être utilisé par tout le monde, même les personnes en situation de handicap où on est exclu de la société. Merci. Donc je crois comprendre que Marilyn, elle est en situation de handicap. Alors déjà, Marilyn... les personnes en situation de handicap ne sont pas exclues de la société, hein. Bien au contraire, on va en parler. La deuxième chose, c'est que bien sûr que le 3114 peut être utilisé par les personnes en situation de handicap, parce que tout ce qui est ouvert aux personnes, aux humains, est ouvert aux personnes en situation de handicap. On est d'accord? Les numéros de téléphone, l'emploi, la médecine, tout. Il ne faut pas se mettre à part. Hein. Avant d'être une personne en situation de handicap, on est une personne. Et si on souffre, on se sent en souffrance, on a un mal-être et on a des idées noires, des idées suicidaires, qu'on soit en situation de handicap ou pas, on utilise ce numéro-là. Exactement. Bon, un autre sujet, alors, je ne vais pas faire, ce n'est pas une liaison qui a les deux faites, mais c'est tout simplement parce que c'est un sujet important sur le territoire.
On va parler de médico-social et notamment d'autisme. Alors le sujet du médico-social, c'est comme la santé, c'est extrêmement vaste. Mais on va parler d'autisme parce que l'autisme est prégnant sur le département, nécessite une approche particulière, des moyens particuliers. On va le dire quand même tout de suite, moi je vais le dire, vous disiez, mais que autant comme dans d'autres domaines, on a la chance d'être sur un territoire où on a énormément d'expertise sur ce champ-là, même si c'est peut-être insuffisant, mais en tout cas, il faut le dire. C'est à vous. Oui, il faut le dire qu'on a cette chance-là. Après, on est dans une année particulière parce qu'on est sur la fin du 4e plan autisme. Donc c'est vrai que ça amène toujours à se poser des questions et à faire des bilans d'où on en est. Mais souvenons-nous que le premier plan autisme, c'est 2005. On était quand même très très loin. On était très loin avec des insuffisances et des demandes des familles qui étaient tout à fait légitimes. Et il y avait un écart énorme. Aujourd'hui, beaucoup de chemin a été parcouru chez les professionnels, dans le champ médico-social, dans le champ sanitaire, mais aussi dans la société. Aujourd'hui, on retrouve la question de l'autisme, on le discute dans l'emploi. Il y a des projets qui se font. Allez, je parle de la Corrèze. Il y a des très beaux projets. Le projet fait avec Andros, l'ADAPI, le conseil départemental et l'ARS, c'est quand même un projet remarquable d'intégration dans un CDI de droit commun de personnes autistes sévères. On a fait beaucoup. Les professionnels ont fait preuve d'une agilité pas possible et chaque jour, ils nous le démontrent. Les familles sont là, continuent à apporter leur expertise aussi. Indispensable. Et certaines portent même des dispositifs maintenant. Bien sûr, bien sûr. Il nous reste encore beaucoup à faire, c'est clair. Mais on a la chance d'avoir les ressources. Vous avez parlé on a le centre ressources autisme là et qui irrigue tout le territoire. On va citer quand même la MDPH et on va faire un petit clin d'œil à Karine et puis un certain Bruno aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Voilà, on a la chance. Mais là aussi, c'est une question de tous. C'est une question de tous. Il reste encore beaucoup à faire et on le sait. Je pense qu'on en est tous très conscients. Mais essayons de voir l'avenir, de voir ce qu'on a fait, de se retourner, de voir ce qu'on a fait et essayer d'avancer. Ça n'empêche pas qu'on a des situations qui restent difficiles, mais on a maintenant des dispositifs pour essayer de trouver la solution la plus souple et adaptée en l'attente peut-être de la place idéale. En tout cas, je pense que tout le monde est bien investi. Vous parliez de sens tout à l'heure. Le sens, je pense qu'on en est tous convaincus. Alors c'est vrai que c'est très compliqué. Pour moi, la vision que je peux avoir de l'autisme est une véritable révolution. C'est-à-dire que en France, il y a des choses, mais dans d'autres pays, c'est pareil. On fonctionne sur des représentations qu'on a qui sont historiques. En France, le handicap, au départ, c'était le handicap moteur. C'était la guerre et puis le handicap moteur. Là, on a parlé tout à l'heure des troubles psychiques, on parle des troubles du spectre autistique. Ça implique forcément une évolution de l'offre, une évolution des mentalités, une évolution de la prise en charge. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Vous disiez, les professionnels font énormément d'efforts, énormément d'efforts. On est là aussi, je crois qu'il faut que les gens l'entendent, on est sur une volonté d'inclure les gens, les personnes autistes, les personnes en situation de handicap, dans la vie de tous les jours. Ça nécessite d'autres moyens que de dire la personne elle est handicapée, donc elle va dans un établissement d'où elle sortira, on verra. C'est ça l'évolution. Et quand on parle de l'autisme, alors on fera d'autres émissions parce que il y a vraiment des choses intéressantes à dire, mais on parle souvent de prise en charge individuelle. Et ça change. On parle de troubles du spectre autistique. C'est énorme. Parce que on connaît c'est pas parce qu'on dit autisme, on a deux personnes dont on va dire ils souffrent des troubles du spectre autistique, qu'on est dans la même approche, dans les mêmes retentissements et dans la même prise en charge. Et on ne savait pas forcément le repérer. Aujourd'hui, on est en train de déployer des méthodes de repérage pour aller dans les structures, par exemple pour adultes ou des accompagnements adultes ou des personnes en situation de handicap. On les détecte maintenant comme ayant un trouble du spectre autistique. Alors qu'ils ont plusieurs autres handicaps. On n'avait pas détecté. Donc la prise en charge n'était pas forcément totalement adaptée à leurs besoins. Alors je voudrais quand même qu'on dise un mot là-dedans, parce que je vous dis, on peut y passer des heures. On peut y passer des heures, mais on fera venir des professionnels. Voilà. Il faut qu'on dise un mot sur l'école, parce que il y a le handicap, et puis il y a le handicap quand on est parent, quand on a un enfant, tiens, ça se déclenche. Là, on va prendre le champ de l'autisme. L'école est un acteur essentiel du parcours. Ils avancent.
C'est pas facile, mais ils avancent. C'est pas facile et on le comprend aussi parce que c'est quand même de sacrés changements, bouleversements. Il y a quand même un étayage, un accompagnement qui est mis en place. Le médico-social rentre à l'école, pas pour s'occuper de l'enfant, du jeune, mais aussi pour accompagner, pour accompagner les professionnels. Les enseignants. Et puis on voit, la semaine dernière, nous étions en comité départemental pour l'école inclusive. Il y avait la directrice des services académiques, il y avait, Julie était au nom de l'ARS, mais il y avait aussi en face de nous tous les partenaires, des responsables d'écoles, d'établissements scolaires, il y avait des enseignants, il y avait des éducateurs, il y avait... Voilà. Et c'est vrai que c'est important que nous soyons tous là. Bien sûr. Et c'est vrai que ça avance. C'est normal qu'on soit impatient, mais honnêtement, quand on a la possibilité de faire un petit retour, les choses avancent extrêmement vite. On a parlé de l'autisme. Moi, j'ai vu en 13 ans, mais énormément de choses qui se sont passées. Énormément de choses qui se sont passées. Et le rôle des parents aussi, je le redis, j'ai oublié de le dire, il y avait les représentants des familles, et ça, c'est important. Ça, les parents, c'est quelque chose aujourd'hui, mais ça, à différents niveaux, qu'on doit inclure dans les accompagnements. Il y a plein de sujets d'émission, là. Ah mais oui, mais vous allez voir, on va en faire. Et là, bon, ah oui, l'opéra se rapproche, il nous reste un quart d'heure. Alors, je vous le dis tout de suite, on va changer de sujet complètement. Radicalement. Mais alors, un sujet auquel vous attendiez pas, regardez bien, je change de plan, et là, vous vous dites non, elle est venue nous parler de ça? Si, parce que c'est un enjeu énorme. Regardez bien, tac, de quoi on parle? On parle des moustiques. On parle du moustique tigre. Ah, du moustique tigre, mais pas n'importe quel Pourquoi moustique. Vous avez décidé de me parler du moustique tigre? C'est pourquoi? Pour noyer le poisson? Non, déjà, le moustique, c'est désagréable. Par nature, un moustique, c'est désagréable. Celui-ci, en plus, il est assez vorace, donc il est encore plus désagréable. Et c'est surtout qu'il est vecteur potentiellement de maladies. On l'a vu il y a quelques années, notamment, c'était en Guyane, on voyait, il y avait le chikungunya, la dengue, Zika. Donc on n'en parle plus, mais c'est toujours des maladies qui existent et dans certaines régions du monde, elles continuent à perdurer. Donc il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants parce qu'on sait que le moustique tigre a été importé sur nos territoires. Donc on a un système à la fois de prise en charge, on va dire, d'accompagnement des cas qui arrivent de l'extérieur. On le fait à ARS avec Santé publique France, où on gère ces cas-là. Donc on a très peu de situations. En Haute-Vienne, je crois qu'on en a eu sur les 3 dernières années, on a eu 3 cas de dengue qui ont été gérés sans que ce soit propagé. Mais on a aussi une surveillance entomologique à avoir, c'est-à-dire la surveillance de la remontée, de l'arrivée du moustique tigre chez nous. Alors on le fait, c'est l'ARS qui le fait avec Santé publique France et avec des opérateurs qu'on finance. Et comment ils font? Ils mettent en place des pièges pondoirs, en fait, pour pouvoir repérer à différents endroits du département, alors, à l'aéroport bien sûr, mais dans plein d'endroits, et voir si on a des larves de moustiques tigres qui arrivent pour détecter. À ce jour, nous en avons détecté à un endroit, il y a 2 ans, sur le territoire de Saint-Thirier. Et c'est important, ce qui est important, et c'est pour ça aussi qu'on paye ces opérateurs, Actopistus, LDA 23, Equalise, qu'on finance pour aller sur ces pièges pondoirs, mais aussi pour aller former et informer notamment les agents municipaux. Parce qu'un moustique tigre, c'est illisible ce que je vous ai mis. Oui, mais non, mais ils le trouveront les gens, ça c'est pas... C'est un tout petit peu d'eau stagnante permet de pondre. Et voilà, donc il faut qu'on soit à la recherche, qu'on sache quels sont les bons gestes et qu'on sache repérer ce qui pourrait être un pondoir pour moustiques. Donc on surveille, donc on s'informe. Donc j'invite à ce que tout le monde prenne connaissance de cette petite checklist qui vous rappelle ce que vous devez... Alors je l'ai même amené parce que... Voilà. Et qu'est-ce qu'elle dit la liste? Elle commence par dire que le moustique tigre, il vit pas loin de chez lui. Il est quand même assez sédentaire. Il vit à 100-150 mètres de l'endroit où il est né. D'accord. Donc si vous trouvez un moustique tigre, vous savez qu'à côté de chez vous, il y a un nid de moustique. Moi, écoutez, je vous le dis, je connais Sophie Girard, je l'avais rencontrée un peu. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle m'aurait fait un tel laïus sur les moustiques. Je vous le dis, et là, je suis estourbi, mais c'est beau, c'est beau. Vous voyez, s'il y en a qui envisagent de devenir directeur territorial d'ARS, bossez le moustique. Ça peut venir à l'entretien. Non, ayez des gens, des ingénieurs, des techniciens qui sont bons. Voilà. Un directeur, il s'appuie sur les autres. Alors,
Marie Chevalier, alors c'est juste pour qu'on fasse un petit retour en arrière, parce que attendez, on a vu le moustique, mais vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas le sujet qui est là. Moi, j'ai la grande chance de le savoir, mais on va juste faire un petit retour en arrière, non pas pour une question, mais il faut lire ce que dit Marie. Elle dit, pour une optimisation du suivi de toutes les pathologies chroniques, tous les professionnels de santé et du médico-social doivent être complémentaires. Ça, on l'a dit. Et je rajouterai, tous les professionnels de santé, du médico-social et le reste, moi je dirais, doivent être complémentaires. La DAC 8723 PTA, dispositif dispositif d'appui à la coordination. Voilà, dispositif d'appui à la coordination qu'elle préside, est là pour ça, pour la gestion des retours à domicile après une hospitalisation, pour la gestion des situations de handicap, de la santé mentale. Il faut continuer à placer les patients au centre de leur parcours de soins avec plus de pédagogie dans l'explicitation des parcours de soins, et ce, pour n'importe quelle pathologie chronique. C'est vrai. Déjà, rien qu'autour de ça, on aurait pu faire une émission. Hein. Mais c'est vrai, on ne peut qu'être d'accord avec ça. Effectivement, il faut faire preuve d'un peu de pédagogie, de savoir un peu ce qu'est la DAC. Et c'est vrai qu'il faut qu'on dise, qu'on redise, etc., tous les outils, tous les dispositifs qui existent sur le territoire, parce que beaucoup de gens n'imaginent pas tout ce qu'il y a. Hein. Ils ont du mal à retenir tout ça, ou alors on ne s'est pas informé. Alors écoutez-moi bien, on a fait le moustique, et bien, attendez, je vais vous mettre la nouvelle photo, le nouvel épisode. Donc, il y a une partie zoologie sur cette émission. L'autre partie, c'est quand la tique attaque. C'est vous qui avez trouvé le... Ah non, on a un super service com. D'accord. Vous les féliciterez de notre part, quand la tique attaque. Ouais. Non, mais... c'est très sérieux. C'est très sérieux, et on est dans la bonne saison. On sait que la tique, elle est là d'avril à novembre, et qu'elle adore les endroits boisés, humides. Enfin, bref, elle adore chez nous. Elle adore chez nous. Donc la tique, on le sait, elle est vecteur aussi. C'est pareil, elle peut transmettre une bactérie qui va être responsable d'une maladie, la borréliose de Lyme. Et c'est vrai que sur le coup, s'il n'y a pas de traitement, si on a la bactérie, si on n'a pas de traitement... Dans les 6 jours, hein, normalement il faut se traiter dans les 6 jours, d'après ce que j'ai compris. Il faut traiter, parce que derrière, peut-être quelques semaines après, quelques mois, quelques années après, on peut avoir des troubles neurologiques qui apparaissent. Et c'est vrai, hein. Moi j'ai un ami qui s'est fait piquer là, il y a quelques temps. Il y a eu un peu un souci de diagnostic parce qu'ils pensaient les uns les autres que ça venait de la vaccination du Covid. Et en fait, après des explorations supplémentaires, il s'avère que c'est la maladie de Lyme, la maladie de Lyme. Et il a des atteintes neurologiques. Ah, oui. C'est sûr, des fatigues intenses, des paralysies faciales, on peut avoir aussi des inflammations, etc. Donc c'est vraiment une maladie qui est de chez nous, vraiment vu nos... Une des 4 régions françaises les plus concernées par les tiques. Tout à fait. Nous sommes boisés, nous sommes humides, voilà. Donc, il faut faire quoi? Allez, très rapidement, allez-y, dites-moi. Quand vous allez vous promener, vous essayez de vous habiller avec des vêtements clairs, manches longues, vous essayez que ça soit un peu resserré au poignet. Les pantalons, pas en short? Plutôt les pantalons, et encore mieux avec le bas du pantalon dans les chaussettes. Alors je sais qu'en période de canicule, c'est difficile de dire ça. Déjà que physiquement, je ne suis pas... Mais alors là... Bon, il y a des répulsifs, il faut faire attention quand même pour les enfants et les femmes enceintes, bien regarder. Mais en tout cas, ce qu'il faut avoir, c'est une vigilance quand on revient de balade. On s'examine, et surtout dans les zones un peu humides, on va dire, chaudes, c'est bien sûr. Peut-être sous les bras, les commissures, derrière les oreilles, etc. Et quand on l'enlève avec le petit truc qui va bien. Donc on va à la pharmacie, on va acheter le petit truc qui va bien pour enlever toute la tique. On ne laisse rien. C'est important. Et en tout cas, il ne faut pas hésiter quand on a des doutes à en parler à son médecin. Oui. Et puis voilà. Et participer au recensement de la présence d'éthique. Eh ben oui, aussi, c'est important, être un peu citoyen. Une chose, alors, il y a des prises en charge par les centres de compétences des maladies vectorielles à tic. Il y en a 3 centres en Nouvelle-Aquitaine, dont le CHU de Limoges. Tout à fait, il y a des centres experts, et nous avons la chance au CHU de Limoges d'avoir un centre expert. Alors, on va éviter de l'utiliser, ça veut dire qu'on aura fait très attention pendant les balades. Bien sûr. Il faut continuer à se promener pour être en bonne condition physique, mais on s'examine. Voilà. Marie Chevalier nous dit, très bonne idée. Alors, elle nous dit que la DAC mérite d'être plus connue de tous, bien sûr, réexpliquée, mais on y travaillera. Et pour les tiques, très bonne idée. La prévention sur les tiques, il n'y a pas un dimanche de garde à Bellac où on ne nous demande pas de retirer des tiques.
voyez. Et ben, c'est pour ça qu'elle est sensibilisée aux tiques, Sophie Girard, parce qu'elle arrive de Bellac. Oui. Donc en fait, il y en a ailleurs. Ailleurs. Une chose est sûre, Sophie Girard, je ne vous verrai plus jamais de la même façon maintenant que vous m'avez expliqué comment on enlève les tiques. C'est pas dit qu'on se recroise, mais on ne sait jamais dans d'autres vies. Mais là, j'avoue qu'il est fort possible que je vous repose des questions sur les tiques et sur les moustiques. Bon. Vous me demandiez quel était l'intérêt de travailler à l'ARS. Oui. Vous avez vu, ce ne sont que quelques exemples que je vous ai donnés. Et oui, donnés. là, on aurait pu en faire plein. Allez, on arrive au bout, là. Une dernière question, c'est toujours la même. Enfin, c'est toujours la même. C'est une question un peu... Alors, deux questions. Une, je ne veux pas qu'on y reste des heures parce qu'on n'a pas le temps. Il paraît qu'il faut redevenir très vigilant par rapport à la Covid. Quelles informations vous avez par rapport à ça? Oui, alors il faut redevenir effectivement très vigilant. On est à plus de 500 cas pour 100 000 habitants sur le département, on est très haut. Pour l'instant, les hospitalisations se tendent, mais pour l'instant ça va. Mais attention, il faut qu'on reprenne des gestes de bon sens. Quand on est avec des personnes vulnérables, quand on va dans un endroit où il y a beaucoup de monde, pensons gestes barrières, on se lave les mains, gel, masque, si c'est... Voilà. Il faut y penser. Bon. Et puis un autre message, et c'est très important, il y a la vaccination. Donc là, maintenant, on est pour les personnes de plus de 60 ans sur la, j'allais dire, quatrième dose. On est sur le deuxième rappel, on va dire. Voilà, pour les plus de 80 ans, c'est 3 mois après la dernière infection ou rappel. Mais c'est important parce qu'on n'est pas encore à des taux très bons et on ne voudrait pas qu'on reparte. D'accord. Donc de la vigilance. Hein, on va demain matin, n'arrivez pas au boulot et embrasser les gens sur la bouche. Non, enfin, à part si vraiment vous connaissez bien la personne, et encore. Mais bon. Chacun fait ce qu'il veut. C'est un conseil de Sophie Girard, c'est pas moi j'ai pas. Sophie Girard, dernière question. Si vous n'étiez pas directrice de l'ARS, qu'est-ce que... Alors, je vais vous donner je vous jure que ce que je vais vous dire est vrai. D'accord. J'ai eu Andrea. Vous connaissez Andrea Lucra. Elle était dans ce fauteuil là-bas. Et alors, elle m'a dit qu'elle, si elle n'avait pas été elle aurait voulu être Miss France. Vous voyez, c'est véridique. J'ai l'enregistrement. Donc, Sophie Girard, si vous n'aviez pas été... voilà, qu'est-ce que vous auriez aimé faire dans l'absolu? Qu'est-ce que voulait faire la petite Sophie Girard? Elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire, je pense. Elle voulait être... elle voulait aider les autres, mais elle ne savait pas trop comment. Donc là, parce qu'on ne rêve pas d'être inspectrice de l'action sanitaire et sociale comme je suis au départ. Mais là, aujourd'hui, avec le recul, moi, je me verrais bien. J'adore lire. Je me verrais bien dans un endroit où je peux lire, discuter avec les gens et manger des bonnes pâtisseries. D'accord, donc on ne sait pas trop. Alors là, vous savez, il faut faire attention. On ne sait pas trop si le point central, c'est la pâtisserie ou la lecture. Mais peut-être un salon de thé avec des livres, des choses comme ça. Ouais, mais bon, j'ai encore 2-3 choses à faire. Voilà, si mon directeur général écoute, c'est pas pour aujourd'hui. D'accord. Enfin, vous le savez, si vous voulez faire plaisir à Sophie Girard, vous arrivez avec un bon bouquin et une pâtisserie. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. Merci pour ce moment, c'était très sympa. Comme quoi, vous voyez, on peut parler de choses extrêmement sérieuses et très tranquillement. On refera des choses sur la santé et sur le handicap. Il y a plein de choses à dire. La semaine prochaine, je vous accueillerai avec Jérôme Levasseur qui arrive de Creuse. Jérôme, il a une activité tout à fait particulière. Il fait des décors d'aquarium et il travaille, alors il fait partie de la CCI, etc. Et on va faire une émission avec lui sur l'export. Parce que oui, on est sur l'ex-territoire limousin, enfin sur le territoire de l'ex-Limousin, et il se passe beaucoup de choses d'un point de vue économique, dont l'export. Et oui, on n'a pas à rougir de ce qui se passe, et puis après on prendra des vacances. Voilà, merci beaucoup Sophie, à très bientôt, Bruno. Et puis vous pouvez aller au barbecue. Moi, je vais à l'opéra. Oui, merci à Marilyn. Marilyn ne connaissait pas le 31-14. Vous voyez, comme ça, au moins, même s'il n'y en a qu'une, eh bien, on aura transmis une bonne information. Merci pour ça. C'est parti. Allez, bonne année.